Donc bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la peau d'un président, podcast qui a été lancé par le mouvement 300 pour la France. Donc pour rappel, 300 pour la France, c'est un mouvement de 300 entrepreneurs français, effectivement, extrêmement ambitieux, engagés et qui veulent faire face au déclin du pays, qui ne veulent pas se résigner face au déclin de la France. Et donc plus particulièrement, l'objectif de ce podcast, c'est d'inviter des entrepreneurs à succès, de se mettre dans la peau d'un président pour effectivement utiliser leur pragmatisme, leur créativité et leur bon sens pour résoudre les problèmes macroéconomiques français. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir sur mon podcast Brivaël Lepogam. Brivaël, merci déjà d'avoir accepté. On est super content que tu sois là. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours entrepreneurial ? Avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter. Je suis très, très content d'être ici. Donc, Brivaël, 37 ans. Je suis tombé dans le chaudron de l'entrepreneuriat un peu par hasard quand j'avais 15 ans. J'ai créé un jeu en ligne qui a plutôt bien marché. Ensuite, j'ai fait des études en informatique. Je suis parti à San Francisco. Et depuis une dizaine d'années, j'alterne entre l'entrepreneuriat et le salariat dans des boîtes, généralement des scale-up. Donc, j'ai bossé pour une des boîtes les plus connues, c'était Tids, où j'ai rencontré, qui était la première boîte de Luc Soberan qui a fait Swile par la suite. Puis ensuite, on a monté une première boîte ensemble avec Laodis Ménard que j'avais rencontré à l'époque à Tids. Puis moi, après, je suis retourné bosser pour des boîtes dans l'IA. Et il y a à peu près 3 ans, on est reparti dans la quête de l'entrepreneuriat. Et donc, on construit Argile aujourd'hui avec Laodis Ménard. Et donc, on a fait Y Combinator et on est encore dans une phase de construction et on a levé 5 millions en tout. Waouh, impressionnant. Et donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Y Combinator, c'est le fameux accélérateur de start-up à San Francisco qui accueille les plus grandes start-up dans le monde et qui ont le plus grand potentiel. Et donc peut-être juste quelques mots sur Argile AI. Quel est un peu le problème que vous essayez de résoudre dans cette start-up ? Alors, Argile, en gros, ça part d'un besoin personnel où en fait... Laodis, comme moi-même, dans le passé, on a pu faire du contenu sur TikTok. Moi, j'avais créé une chaîne d'éducation pour les développeurs. Mon associé avait créé une chaîne d'éducation sur les startups. Et lui, il a été beaucoup plus loin dans le processus de création de vidéos. Il a eu une période assez créative. Il a écrit un roman de science-fiction de 700 pages. Il a tourné en tant qu'acteur dans une espèce de petit court-métrage. Il a fait un film, pour la petite anecdote, pour ses 30 ans. Il nous a un peu organisé une sorte d'escape game caché. Pendant 1 an, il bossait sur son anniversaire, entre guillemets. Et du coup, il a recruté une équipe il a casté 50 acteurs, il en a gardé 10. Et historiquement, initialement, il voulait en faire une sorte de court-métrage. Et donc, il s'est heurté à la production vidéo parce qu'il avait tourné plein de scènes. Donc, c'est une problématique qu'on comprend vraiment de manière profonde. Et du coup, ce qu'on essaye de créer avec Argile, c'est de donner du pouvoir aux gens qui veulent créer de la vidéo et raconter des histoires sans avoir besoin d'avoir $1 million de budget. Parce qu'en fait, la vidéo, dès que même quelqu'un qui veut faire un podcast, là, par exemple, le studio qu'on a, ça peut vite coûter extrêmement cher, c'est extrêmement technique. Et nous, on pense que la vidéo, ça reste le meilleur médium pour capter les gens aujourd'hui. Donc, l'objectif d'Argile, c'est de donner aux gens qui ont des choses à dire. Donc, pour moi, il y a 3 prismes. 1, l'éducation. 2, l'entertainment. Et 3, la promotion. En sachant que la promotion est liée aux 2 premiers. Sans barrière technique et sans avoir besoin d'apprendre à prompter, etc. Ou d'avoir besoin de mettre 50 000 ou 100 000 euros dans du matos ou louer des lieux, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la mission d'Argile. C'est juste réduire les coûts de production vidéo et créer des expériences, un produit qui résonne chez les créatifs, pour résumer. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Notamment, tu es très présent sur X, où tu te définis comme un techno-humaniste optimiste, je reprends tes mots. Et notamment, tu es un grand, je veux dire, tu mets en avant quand même la figure d'Elon Musk, qui est peut-être pour toi un exemple de personne qui est dans l'univers des startups et de l'IA, qui a extrêmement innové et qui est un grand créatif aussi. Notamment, je dis ça parce que tu as été notamment retweeté par Elon Musk, ce qui est quand même assez marrant quand on y pense. Je vais aussi te permettre de détailler aussi un propos que tu as eu sur X, sur en fait la place de l'État
dans l'économie, la place de l'État, notamment en France. Grâce à ton expérience franco-américaine, tu as pu constater des grandes différences. Alors, on n'est pas américain, mais quand même, on pourrait peut-être s'en inspirer sur certains sujets. Est-ce que tu pourrais notamment étayer cet enjeu-là, notamment le fait que, tu vois, tu parlais du fait que en France, on a cette théorie du jeu à somme nulle, alors qu'aux États-Unis, c'est la théorie du jeu à somme infinie. Je t'en prie. Ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, pour le contexte, j'ai vécu pendant 1 an à San Francisco en 2012. Et quand on arrive dans la Silicon Valley, il y a un truc qui est que j'ai mis longtemps à comprendre, que je comprenais intellectuellement, mais que j'avais pas compris physiquement. Ils appellent ça le paid forward. Donc, le paid forward, c'est quoi? C'est un peu la version aide ton prochain, mais sans avoir envie d'avoir un retour directement transactionnel. Et c'est là où est vraiment la subtilité, parce que en France, on a un peu cette logique, mais c'est souvent toujours de je te rends un service, tu dois me rendre le service directement. C'est très donnant-donnant. C'est très donnant-donnant, exactement. Et en fait, dans la Silicon Valley, il y a un truc assez magique, et je pense que fondamentalement, c'est lié à ce que tu viens de décrire sur les jeux à somme nulle et les jeux à somme infinie. Donc, pour un peu vulgariser ce que sont les jeux à somme nulle et les jeux à somme infinie, c'est qu'un jeu à somme nulle, il y a un gâteau fixe. Et en fait, si je prends 80% du gâteau, tu auras 20%. Et en fait, c'est impossible. Par exemple, le poker est un jeu à somme nulle. Il va avoir un gagnant, etc., etc. Et en fait, ma thèse, c'est que... Et d'ailleurs, Peter Thiel en parle beaucoup de ça d'ailleurs, il y a beaucoup de débats d'interprétation sur ce qu'il parle, sur l'antéchrist, etc., etc. Marc Andreessen, le fondateur d'Andreessen Horowitz, a écrit beaucoup d'articles aussi sur les différentes industries et les industries où on peut encore innover. Et les industries où on peut encore innover, c'est la tech. C'est les seuls espaces où justement il y a de la croissance, parce qu'il y a de la liberté de faire, d'essayer, d'expérimenter, vu que c'est du digital. Ce qui fait que la Silicon Valley, en fait, est un peu le poumon de ça. C'est que ça crée un écosystème où, on peut financer la folie. C'est qu'en fait, ils ont compris que l'entrepreneuriat, en fait, c'est des business models où on sait que statistiquement, il y a 10% des boîtes, enfin, il y a 90% des boîtes qui vont partir au tapis. Et sur les 10% restants, il y a 9% des boîtes qui vont être intéressantes, mais qui ne vont pas être incroyables, et 1% qui vont être les Google, les Facebook, etc., etc. Et du coup, pour répondre à la question initiale, la grosse différence fondamentale que je constate en France par rapport aux US, c'est qu'en France, structurellement et culturellement, on est en permanence dans le jeu à somme nulle. Et moi, je m'en suis rendu compte j'ai la chance là, de me connecter avec pas mal d'intellectuels. Et à chaque fois que je parle avec des entrepreneurs qui sont jamais partis dans la Silicon Valley, ou même des intellectuels qui ont un peu leur précaré, des conférences, des accès aux médias, etc., etc., ils sont tous... j'ai un ressenti ils sont tous dans ce mec-là, il m'a piqué mon business. Il m'a pris ma place. Exactement, il m'a pris ma place. Et du coup, ça crée... En fait, moi, j'en arrive à une théorie que quand on est dans un jeu à somme nulle, ça finit toujours un peu en guerre, où les gens veulent s'entretuer et récupérer une part du gâteau. Et que quand on est dans une démarche de création de jeux à somme infinie, en l'occurrence la tech, en fait, ça crée des espaces et ça rend l'humain beaucoup moins agressif de manière bête et méchante. Ce qui fait que les gens s'entraident, pas par naïveté, parce qu'ils savent très très bien qu'en gros, donc dans la Silicon Valley, c'est le paid forward, c'est il y a quelqu'un qui te demande un café, ou en fait, tu vas te dire, ok, comment j'aide cette personne? Parce que tu ne sais pas, peut-être que tu as parlé avec le futur Mark Zuckerberg et peut-être qu'il va te le rendre plus tard. Parce que justement, il a la capacité de créer des nouveaux marchés. Et je sais que Garrison avait tweeté sur, en fait, une startup, t'es pas là pour conquérir un marché, t'es pas là pour attaquer tes compétiteurs, t'es là pour créer un nouveau marché. Et toutes les startups qui ont vraiment créé de la valeur ces 20 dernières années, elles créent des marchés de zéro. Et c'est ça qui est extrêmement créateur de valeur. Et je pense que ça, on l'a pas compris en France encore. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura beau mettre... parce que c'est vraiment pas une question de moyens, c'est une question d'état d'esprit et de culture. Et je sais pas si c'est... si on peut revenir de ça, mais en tout cas, le diagnostic, il est assez clair et net. C'est tant qu'on garde ce rapport à l'argent, à la création de valeur, etc., etc., je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué en France.
C'est Et, très intéressant, et ouais. c'est pas une question de moyens. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Justement, il y a un tweet que tu as écrit que j'ai trouvé qui corrobore ce propos. Donc, Musk vient de passer les 840 milliards de net worth. Pendant ce temps, en France, on organise des colloques pour savoir comment taxer Bernard Arnault à 90%. Il nous faudrait 10 Arnault, 20 Xavier Niel, 50 Pouyanné, 100 Kretinsky. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme infinie. C'est exactement le propos qu'on vient d'avoir. Euh, et donc, ça me fait un peu le lien avec justement la question des priorités en France, et notamment les priorités des Français. Donc, on a regardé les études de l'IFOP, de l'Ipsos et également du Centre de recherche de Sciences Po, le Centre de recherche politique. Et il y a 7 priorités que les Français ont classées par ordre de préférence selon leurs préoccupations principales. Donc, la première, c'est le pouvoir d'achat, évidemment, un peu en lien avec le jeu à somme nulle, justement, dont on en parle. Deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, la crise politique. Quatrièmement, la santé. Cinquièmement, la situation économique en France. Sixièmement, l'immigration. Et septièmement, l'environnement. Et donc, un peu face à ce classement, quelle est ta réaction? Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu penses de ce classement? J'adore la théorie du mimétisme et du bouc émissaire de René Girard. Et je pense qu'en fait, en France aujourd'hui, tous les partis politiques, et notamment les extrêmes, sont toujours dans la recherche du bouc émissaire. Je pense qu'on est tous... L'humain va toujours essayer de trouver un bouc émissaire. Et je dis pas que les boucs émissaires sont pas réels, enfin, les problèmes sont pas réels, mais pour moi, en fait, le problème de la France, il est majoritairement économique en première instance, et c'est ça l'ordre 1, parce qu'on n'a pas de croissance, ce qui fait que, en fait, quand il n'y a pas de croissance, tout devient un jeu à somme nulle, pour revenir sur le jeu à somme nulle, et quand tout devient un jeu à somme nulle, on cherche des boucs émissaires. Donc, à l'extrême gauche, ça va être le riche qu'il faut taxer. Oui. À l'extrême droite, ça va être l'immigré qui prend le travail du français. Et tous ces problèmes-là sont réels, entre guillemets. Je pense que les cyniques sont rares. Je pense que la majorité des gens à l'extrême gauche sont profondément convaincus des thèses qu'ils défendent. Les cyniques existent, je ne les citerai pas, on sait qui sont les cyniques, mais je pense que fondamentalement, si demain en France, on arrive à débloquer et à libérer les énergies, et en fait mon point c'est qu'on arrive à un stade de l'humanité là où on va commoditiser l'intelligence, avec, je pense qu'on s'approche de ce qu'on appelle l'AGI, on est capable de reproduire la cognition humaine, et moi je trouve ça extrêmement enthousiasmant parce que ça va permettre à l'humain de manière générale de se défaire du travail dans le sens souffrance tripalium. Donc le tripalium souffrance, c'est littéralement le mot travail, et je pense qu'on va rentrer dans un monde où la valeur ajoutée de l'humain, ça va être d'être créatif et d'apporter sa pierre à l'édifice au-dessus des idées déjà explorées. Et en fait, pour avoir de la croissance, il faut que on libère les énergies et qu'on ait la liberté d'entreprendre. Et tout le monde, en fait, moi, je viens d'un milieu qui n'est pas spécialement bourgeois, c'est classe moyenne de Bretagne. Et en fait, autour de moi, je vois plein d'artisans, et ils sont tous extrêmement frustrés des normes, de ne pas pouvoir créer de la valeur. Et je pense que si on libérait un peu les énergies en France, ça irait beaucoup mieux. Et tous les problématiques que tu as énumérées, le pouvoir d'achat, l'immigration, etc., tous ces problématiques-là seraient résolues parce qu'en fait, il y aurait de l'espoir. Et en fait, vu qu'en France, il n'y a plus d'espoir, il suffit de regarder. Par exemple, la crise climatique, pour moi, c'est assez simple. On a des experts qui vont marquer, par exemple, un constat. Par exemple, tu vois, je peux être d'accord sur le constat de Jean Covici, sur ce qu'il dit. Ce qui me dérange fondamentalement dans son approche, et c'est toujours le problème, c'est les solutions. Et parce qu'ils arrivent assez facilement à la décroissance. Et pour moi, tout ce qui est lié à la décroissance ou le fait d'arrêter, je pense que fondamentalement, l'humain aime la croissance, aime le dépassement. Et en fait, on s'est toujours sorti de notre condition humaine par la technologie, par la science, par le génie humain. Et dire un constat, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais coupler le constat en fait, on a bousillé la planète, la solution c'est de la décroissance, pour moi ça crée de la dépression en masse. Et la conséquence de ça, c'est que quand je parle avec des gamins de 20 ans, en moyenne, ils sont complètement dépressifs, ils n'ont plus envie de faire d'enfants, ils n'ont plus aucun espoir dans l'avenir, alors qu'en fait, il faudrait plutôt leur dire
bon, bah, on a un peu fait, on a un peu fait de la merde dans le passé. Maintenant, on peut tout régler, mais pour régler ça, bah, en fait, ça se fera par le génie humain, par l'entrepreneuriat. Donc, créer des startups, essayer d'être ambitieux et ne vous dites surtout pas, la partie est finie, en fait. Et je pense que c'est ça le Hmm. problème. Et pour moi, toutes ces problématiques-là sont une sorte d'écume euh, d'un problème qui est d'ordre 1, qui est le problème économique, et qui est complètement lié, selon moi, Ah, la pensée politique. au manque de liberté économique, donc de vrai libéralisme. Parce on n'est pas dans une économie capitaliste en France. Ouais, On est dans une exactement. économie où il y a une intrication entre l'État et l'entrepreneuriat, ce qui fait que quelqu'un qui a envie de jouer au jeu France, il est obligé de rentrer là-dedans. Dans des cases. Sinon, il est obligé de se coupler à l'État, c'est structurel. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, il y a un truc qui est dysfonctionnel par nature, quoi. Je comprends, effectivement. Mais ça fait un peu le lien avec justement la suite. Donc, comme je te le disais, le nom du podcast, c'est Dans la peau d'un président. Et donc, demain, Brivael, toi, tu deviens président de la République. Tu arrives à l'Élysée. Quels sont, selon toi, les 2 ou 3 axes absolument prioritaires sur lesquels tu veux absolument en découdre sur ton quinquennat afin que la France, en gros, cesse de décliner, quoi? Moi, je viens de l'ingénierie logicielle. Et dans l'ingénierie logicielle, il y a un concept qui s'appelle la dette technique et la dette produit. En Mhm. fait, quand une startup, par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait avec Ergile, on a fait une V1, et cette V1-là nous a amené à un certain stade, et là, on doit passer à une deuxième version. Ok. Et en fait, ça, c'est souvent prendre une sorte de virage pour aller d'un point à un point B sans tout casser. Mhm. Et sans tout casser, c'est pas perdre les clients historiques qu'on a, de pas repartir à zéro au niveau du chiffre d'affaires, ne pas repartir à zéro au niveau de la marque. Ouais. Et c'est souvent beaucoup de compromis et un peu de prise de risque bien contrôlée. Je pense qu'en fait, l'État, on peut le voir un peu comme ça, c'est qu'effectivement, il y a un contexte sur... je pense qu'on a fait des erreurs dans le passé sur notre système de retraite. Je pense que la retraite par répartition était une erreur historique absolument folle, et qu'aujourd'hui, on a créé une espèce de cancer qui a tellement grossi que plus personne ne sait comment résoudre cette problématique-là. Euh, Notre système social, à mon avis, euh, partait d'une bonne intention, mais aujourd'hui, on voit, c'est dur de ne pas constater qu'il est complètement dysfonctionnel. Donc en fait, moi, ce que je ferais, ce serait essayer de déjà identifier toutes les parties. Et je pense que déjà, la partie sociale et la partie retraite, c'est le premier truc. Et après, c'est comment on crée des mécanismes pour prendre ce curseur de là. Parce qu'en fait, le curseur, c'est les dépenses de l'État PIB. Donc je crois que il me semble que c'est 57%. Et c'est comment on crée une stratégie pour ramener le curseur. Je pense que les zones saines, c'est entre 20 et 30%. D'ailleurs, j'ai vu un chiffre sur... j'ai fait un thread sur la Chine, enfin sur le communisme de manière générale. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, donc en gros, pour expliquer que historiquement le communisme ne marche pas parce que juste parce qu'en fait c'est un système qui est pas en raccord avec la nature humaine. Et à chaque fois qu'on a essayé dans l'histoire, ça finit toujours de la même manière, ça finit en totalitarisme. Hmm. Et souvent, quand je parle de ça, j'ai des réponses sur la Chine. Et ce qui est assez marrant, c'est que la Chine, la période communiste maoïste de la Chine, c'est des famines, c'est des boucheries, c'est absolument catastrophique. Et ce qui a sauvé la Chine, c'est la libéralisation économique. Et aujourd'hui, le PIB, enfin la part de PIB de la Chine, donc de l'État dans le PIB, c'est aux alentours de 30%. Donc en fait, Ah, c'est fou. on voit la Chine comme un pays communiste, Alors qu'en fait, pas vraiment. alors que d'un point de vue Ouais. économique, c'est un pays qui est étatique, mais en fait, ils ont compris que la prospérité vient de la liberté économique. Et avec. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, parce que le cas de Jack Ma, Ouais. qui, à mon avis, s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qu'il a essayé. Et je pense que en Chine, il ne faut pas essayer de toucher à ce truc-là. Et si ça doit venir, ça viendra du peuple. Et il y aura peut-être une libération historique. Et ça, ce sera à eux de gérer ça en interne. Mais je trouve ça assez magique que aujourd'hui, et j'ai des amis d'ailleurs qui sont très à gauche, ils sont partis en Chine, ils sont revenus, et ils étaient émerveillés de l'efficience des systèmes, Ouais. comme si, en fait, le communisme marche bien. Bah, en fait, non. Non, Ce que vous avez observé, c'est justement c'est la très liberté. capitalistique. Exactement, Ouais. c'est très capitalistique, c'est très...
c'est très méritocratique. Mm. Et c'est ça qui marche. Donc en fait, pour moi, le curseur à prendre, c'est déjà de regarder les systèmes dans son intégralité. Pas essayer de... Je pense que le côté, en fait, il n'y a plus de retraite ou il n'y a plus de système social, c'est pas possible. Par contre, je pense que c'est juste une stratégie bien étalée sur 5-10 ans où on ramène le curseur vers Des taux raisonnables, en vers fait. des taux raisonnables. Mm. Et je pense que ça peut... ça peut être envisageable. Et il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, on est foutu parce que les boomers n'accepteront jamais d'être réduits. Mais en fait, je pense que le politique qui arrive avec un constat simple, il dit, en fait, donc voilà, c'est soit la France se prend le mur dans 5-10 ans, parce qu'en fait, mathématiquement, la dérivée de la France, là, c'est de faire défaut. Et si on fait défaut, là où la Grèce a été sauvée par la Troïka et par le FMI en fin des années 2010, donc je crois que la Grèce, de souvenir, c'est moins 30%, moins 40% du jour au lendemain sur les retraites, il y a tout qui est détricoté, mais ils avaient été sauvés. Si demain la France fait défaut, on ne peut pas se hedger, il n'y a personne qui peut venir, même le FMI, je crois que le fonds du FMI ne suffirait même pas à combler un défaut sur la dette française, et en fait derrière c'est un trou noir, on ne sait pas où ça irait, et je pense que dans l'histoire, quand il y a ces trous noirs-là, c'est là où, en fait, ce qu'on observe comme extrême aujourd'hui, je pense que nos politiques extrêmes sont assez modérées, et que là, par contre, si demain, il y a vraiment une chute de la France, là, clairement, on aura pavé la route pour des vrais extrêmes. Et moi, c'est ça qui m'effraie. Et je pense qu'en fait, j'ai beaucoup discuté avec des amis de, en fait, c'est quoi parce que à chaque fois que je parle avec des politiques en interne, ils disent, bon, de toute façon, on est foutu. La France, on va juste taper la tête au fond de la piscine et on va remonter. Mais le sujet, c'est que si on peut s'éviter d'avoir 10-15 ans de totalitarisme, parce qu'en fait, il y a un despote éclairé qui va monter de manière charismatique et qui va dire, en fait, le problème, c'était X, Y, Z, et en fait, c'est toujours la même dans l'histoire. Et on va prendre un coupable et on va le désigner, et ça pourrait être les riches, ça pourrait être les juifs, ce qui est complètement absurde. En fait, c'est pour moi, il y a deux solutions. C'est soit on arrive à trouver un virage, et j'ai pas l'impression que... En fait, moi, ce qui me rend triste aujourd'hui, quand je regarde l'offre politique, qu'elle soit de gauche ou droite, de gauche, centre, droite, ils sont tous économiques socialement, parce que la France est dans une inertie étatiste, et en fait, on considère que les Français sont trop... on a besoin de les materner, on a besoin de les diriger, etc. etc. Et je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de ça, ça sera très compliqué. Donc ouais, pour conclure, je pense que regarder le système dans son ensemble et en fait faire ce que font les boîtes dans la tech, c'est avoir une stratégie pour passer de la France V1 qui est dysfonctionnelle à une France V2 et juste vendre un plan qui fonctionne, quoi. Et aujourd'hui, surtout avec ce qui est extrêmement enthousiasmant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire des simulations, on peut être extrêmement transparent, et je pense qu'en fait le politique qui va se saisir de ça et qui va arriver avec un plan de, en fait, il y a full transparence sur comment on va dépenser l'argent, ou par l'argent, parce que je pense que la méfiance des Français envers les politiques, elle est en partie due au fait que on ne sait pas où part l'argent, on sait que forcément il y a un peu de gabegie à tous les étages, et en fait j'en veux même pas aux individus, je pense que c'est structurel, on me mettrait dans ce système-là, je finirais par, parce que je me dis il n'y a aucune corrélation, machin, je pense que l'humain finit par abuser d'un système. Et si demain on avait un système où il y a une bonne stratégie, on sait d'où on vient, on sait où on va, et les Français sont conscients, et limite il y a un site web avec on est en train de faire ça, etc. Un peu ce que Musk a essayé de faire avec le Doge, mais je pense que ça a été un peu... je pense qu'il a vu l'État comme un... Je suis assez d'accord avec... Laurent Alexandre a fait une sortie dans le podcast de Carlos, où il dit... Je pense qu'il a raison sur le fait que un État, c'est pas une société. Du coup, tu peux pas non plus arriver et faire comme dans une boîte où tu vires 80% des personnes. Ça marche pas comme ça. Enfin, c'est un objet différent. Par contre, je pense que le pragmatisme entrepreneurial plus quelqu'un qui connaît bien les institutions. Moi, j'ai pas fait... Tu vois, j'ai l'humilité de dire que je n'ai aucune connaissance profonde des systèmes étatiques et des institutions. Par contre, je pense que apporter en fait une vision entrepreneuriale sur comment attaquer les choses, et de réussir à connecter avec quelqu'un qui serait du coup quelqu'un qui vient du sérail et qui connaît les institutions, je pense que ça peut marcher. Bien sûr, et je pense que l'erreur de Musk, ça a été justement
de considérer L'État comme une l'État entreprise. comme une entreprise. Et Ouais. ça, je pense que ça marche pas. Ouais. Ok, super intéressant. Effectivement, juste pour... ça me fait penser justement à une citation que j'ai trouvée, ce que tu dis sur la question de la Chine et le fait qu'on soit dans un État en France qui soit beaucoup plus communiste et pas assez libéral. Et justement, il y a une citation de Milton Friedman que je trouve très intéressante dans son bouquin qui s'appelle Free to Choose, et qui dit une société qui place l'égalité avant la liberté finira par n'avoir ni l'un ni l'autre. Une société qui place la liberté avant l'égalité obtiendra une grande mesure des deux. Mm. Et je trouve que ça corrobore un peu sur ton point sur la Chine notamment. Écoute, donc si je résume un peu tous tes points principaux, je pense que tu es vraiment un grand défenseur d'avoir une vision libérale de l'économie sans pour autant que ce soit une vision libertarienne de l'économie, une vision libérale dans le sens rajouter un peu plus de libéralisme économique, premièrement, et deuxièmement d'utiliser l'IA qui est un formidable outil pour arriver à nos fins, si je résume. Donc, sur la vision libérale et notamment sur le fait d'avoir cette démarche beaucoup plus, j'ai envie de dire, pour libérer un peu les chakras, entre guillemets. Et pour toi, quelles seraient les 100 actions, enfin, les actions que tu mettrais en œuvre sur les 100 premiers jours de mandat Je pense que je sais pas par comment faudra attaquer ce problème-là, mais je pense que en fait, il y a un sujet vraiment qui est le rapport à l'argent de manière générale. Je pense que ça, tant qu'on restera dans ce rapport à l'argent... En fait, en France, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mal. On a encore cette vision de... Si tu as gagné de l'argent, tu l'as forcément volé à quelqu'un. Et je pense que ça, c'est la première... tu vois, ce que je ferais, c'est quasiment de faire des séries, des dessins animés, pour essayer de faire comprendre... d'acculturer. En fait, je pense fondamentalement que le problème d'ordre 1 d'un point de vue culturel, c'est le rapport à la création de valeur et le rapport à l'argent. Et en fait, tant qu'on verra ça comme quelque chose de négatif, et en fait, ce qui est très ironique, c'est que tout le monde veut de l'argent. Tout le monde jalouse, du manque de pouvoir d'achat. Exactement. Mais en fait, vu que... Moi, j'en avais une théorie, c'est quelqu'un qui ne respecte pas, justement, qui ne respecte pas l'argent pour ce que c'est, qui est juste un signal de est-ce que tu crées de la valeur dans ce monde ou pas. Pour moi, c'est que ça, l'argent. Bah, généralement, la vie te le rend pas, en fait. Parce que tu vas avoir des préconceptions. Tu vois, j'ai un cas d'école. Je parlais, par exemple, dans Hawaii Combinator, il y a une société dans un des derniers batchs qui va faire des hôtels sur la Lune. Et j'ai un de mes employés qui me dit putain, il devrait, quand même, moi je trouve que faire des hôtels sur la Lune, on ferait mieux de se concentrer sur résoudre le cancer, tu vois. Et en fait, ça, il y a un côté de... Bah, en fait, dans l'histoire des technologies, dans l'histoire des avancées, le futile et le fait de juste créer des choses pour faire kiffer les gens, c'est ça qui crée des technologies qui amènent à la résolution de problèmes un peu plus profonds. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai été sur Claude derrière et j'ai fait une liste, parce que j'avais cette intuition. J'avais 2-3 cas. Je sais que, par exemple, les VHS, au tout départ, c'était pour le porno. Et en fait, je me suis fait les 300 dernières années. Et tu prends, par exemple, l'imprimerie. Donc, initialement, c'est développé pour imprimer la Bible. Et en fait, ça s'est développé... toute l'économie autour des imprimés s'est développée pour pouvoir produire plus de pamphlets érotiques. Tu vois, en fait, c'était l'équivalent de... et tu dis aujourd'hui, c'est OnlyFans, les gens sont outrés par ça, mais en fait, le fait qu'il y ait ces technologies, le fait qu'il y ait ces choses futiles, on invente des nouvelles technologies, et c'est ça qui amène des choses. Et en fait, il y a des gens qui, dans la vie, ont envie de faire des choses futiles et pragmatiques et faire de l'argent, et c'est très bien. Il y a des gens qui ont envie de sauver les gens et de créer des technologies. Et en fait, les deux doivent coexister, parce que c'est souvent en créant de la valeur dans un qu'il y a les vases communicants sur l'autre. Et du coup, pour connecter avec le point, je pense qu'effectivement, le problème fondamental, c'est le rapport à la création de valeur, le rapport à l'argent. Et pour moi, si déjà on sortait de ce prisme et de cette espèce de blocage mental qu'ont les gens là-dessus, où en fait, et d'ailleurs, sur mon compte X, là, j'ai fait une offre, j'ai fait exprès d'ailleurs en fait, de faire une offre de coaching à une demi-heure de 999, ce qui n'est pas spécialement très haut comme prix. Hein. Il suffit d'aller regarder le prix des coachings aux US. Oui, on est facilement sur 5 000, 10 000, ça peut monter très très haut. Et aux US, ça ne choque personne. Et le fait que ça ait choqué les gens, que je fasse une offre à $999 pour une demi-heure de mon temps,
bah, en fait, déjà d'une, pire des cas, en fait, les gens devraient se dire, mais qui va payer pour ça? Mais le fait que ça les choque, en fait, c'est que justement, on a encore ce rapport, euh, cette vision sale de l'argent, et en Mm. mode, moi, je suis noble, moi, je suis dans l'éducation, dans l'altruisme. Mm. Mais non, en fait, si tu as une expertise, euh, fais du contenu gratuit sur Twitter, donne de la valeur gratuite, donne de la valeur dans des podcasts, et après, trouve un moyen de la monétiser, parce qu'en fait, tu vas... Et les gens qui vont payer, c'est justement souvent les gens les plus intéressants. Mm. Et donc, pour moi, c'est le problème Puis numéro un. il faut voir aussi que c'est le temps que tu donnes, c'est un investissement pour l'autre qui va générer de la valeur demain. Donc Exactement. c'est ça, c'est un effet boule de neige qui est positif en fait. Ouais. J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que il y a un côté hyper infantilisant en fait, que les citoyens sont protégés, surprotégés par un État nounou qui en fait nous dorlote à la crèche jusqu'à prendre soin de nous jusqu'en EHPAD et au final on a passé la vie à finalement déléguer nos responsabilités à l'État. Et tu as eu un tweet notamment sur le sujet que je trouvais hyper intéressant. Ah bah, je vais le lire et je vais peut-être te laisser commenter si tu veux. Mais donc c'est un peu dans la philosophie de John Stuart Mill ou de John Locke, mais encore une fois sur la question du libéralisme économique. Et en gros, tu disais, mais la vraie question sur les régulations, ce n'est pas pour ou contre, c'est qu'est-ce qu'on pense de l'être humain. Si tu penses qu'il est responsable, capable, digne de ses choix et de leurs conséquences, alors tu régules le minimum. Tu punis sévèrement ceux qui nuisent aux autres et tu laisses les adultes vivre leur vie d'adulte. Si tu penses qu'il est fragile, stupide, incapable de se gérer, alors tu construis l'usine à gaz dans laquelle on évolue aujourd'hui, 1000 règles pour éviter 1000 erreurs que les gens auraient de toute façon le droit de faire. Le problème philosophique de la régulation française, c'est qu'elle repose sur un mépris profond, un mépris qui ne se dit pas, qui se cache derrière le mot protection, mais qui considère en pratique chaque citoyen comme un enfant à qui il faut empêcher de se faire du mal. La société libre repose sur 2 piliers. Premièrement, la responsabilité individuelle radicale et deuxièmement, la justice. La responsabilité individuelle radicale, tu fais tes choix, tu en assumes les conséquences, bonnes ou mauvaises. Personne ne vient te sauver de toi-même. Et sur la justice, quand tu nies à autrui, la sanction tombe vite et fort. Pas 1000 règles préventives qui paralysent tout le monde au nom de quelques criminels qui ne respectent rien de toute façon. Ce couple est remplacé aujourd'hui par son inverse exact, déresponsabilisation massive d'une part et justice molle d'autre part, le pire des deux mondes. Et donc, effectivement, ce tweet m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, effectivement, à force de faire le focus sur les mauvais enjeux en France, on s'en retrouve à une justice qui est sous-financée. On parle de, je crois que c'est 0,25% du PIB en France, ce qui est rien. Sur 1000 euros d'impôts, il y a 5 euros qui sont dédiés à la justice et il y a 250 euros qui sont dédiés aux retraites notamment ou à la santé. Donc, tu vois, peut-être si tu peux étayer ce point. Cette pensée-là, je l'ai vraiment développée En fait, moi, j'ai toujours été dans la quête de... Vu que j'essaye de maximiser l'efficience dans les startups que je crée, je me suis beaucoup intéressé à comment créer des cultures de... Enfin, en gros, c'est quoi la bonne culture pour maximiser le potentiel des individus. Et il y a un bouquin qui m'a marqué, que je conseille à tout le monde de lire, qui est le bouquin No Rules Rules du CEO de Netflix, Reed Hastings. Et en fait, Reed Hastings, c'est quelqu'un qui... l'histoire de Netflix, c'est qu'il a commencé par les DVD qu'il envoyait par la poste, etc., etc. Et en fait, la construction de Netflix est absolument incroyable parce qu'il a toujours été dans essayer de créer une culture où en fait tu maximises le potentiel individuel. Et il y a un truc qui m'a marqué et qui va connecter ce que tu viens de dire, c'est il prend un exemple, par exemple, dans une société, au tout départ, généralement, il y a de la liberté. Quand on est 5 à 10, tout le monde se connaît, du coup, les gens n'abusent pas. Et en fait, une société, plus elle va grandir, plus en fait, tu vas faire rentrer des gens, du coup, il y a plus ces mécanismes, etc., etc. Et il dit, en fait, il y a 2 voies. La première voie, c'est, il prend l'exemple de, par exemple, tu as un vendeur qui a une carte, budget illimité pour ses frais, etc., etc. Et ce vendeur-là prend un hôtel à 3 000 € la nuit, parce qu'il pensait ne pas se faire avoir. Là, en fait, il y a 2 réactions. La première réaction, c'est de se dire, bon, bah, en fait, c'est cette personne-là qui a fauté. Il se fait virer directement et en fait, on le montre comme exemple de ça, c'est le truc à pas faire. Ouais. Soit tu mets des règles et tu te dis, bon, bah, maintenant, on va créer un process pour que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend un hôtel, il y a une RH qui va valider la dépense, etc., etc. Et en fait, il déroule, il dit, bon, bah,
Il y a quelqu'un qui amène son chien, le chien, ça a mal tourné, ok, on interdit les chiens. Et il dit en fait, une société, mais comme un État, truc, c'est tu constates en fait, tu constates un comportement négatif, t'extrapoles et tu dis, bah, en fait, il faut créer un mécanisme pour que ce comportement-là n'existe plus. Mhm. Et en voulant, Hyper régulé. en voulant un peu protéger le fait que ça n'arrive plus, en fait, au lieu de condamner la personne qui a mal agi, tu condamnes tout le monde et tu crées des systèmes de plus en plus rigides. Et en fait, la finalité de ça, c'est que tu crées des boîtes qui sont très corporate, où il n'y a plus rien qui bouge, où il n'y a plus rien qui innove, où en fait tout le monde est dans sa case. Et en fait, je pense que le rapport à comment résoudre ces problématiques parce qu'en fait, on en vient à la liberté individuelle, et en fait, lui, d'ailleurs, donc il y a le bouquin, et je vous conseille aussi un deuxième truc qui est le Culture Deck de Netflix qui avait leaké en 2008, qui est Sheryl Sandberg, la COO de Facebook, à l'époque, avait dit c'est le document le plus important que la Silicon Valley ait produit ces 20 ou 30 dernières années. Et en fait, dans ce deck-là, donc c'est un long deck, hein, ça fait 120 pages, en fait, il parle de liberté et de responsabilité. Il dit en fait la liberté vient avec la responsabilité. Et tu vois, nous on l'expérimente chez Argile, il n'y a pas d'horaire. Tout le monde est très libre. Je peux donner la carte avec genre on a une confiance totale. Par contre, ils savent que en fait cette liberté là vient avec une responsabilité, que si tu abuses, en fait c'est juste que tu faisais partie du 10% des gens qui étaient malhonnêtes, et juste tu vas sortir du truc. Et du coup, le contrat il est tacite, il est clair. Oui, t'as full liberté. Par contre, si t'abuses, et en fait, je pense que les gens, quand tu leur donnes de la confiance et de la liberté, il y a une forme ils abusent pas. d'autorégulation. Exactement, ils abusent pas. Et comment ils ont réglé le truc chez Netflix, c'est que vu que ce truc-là, c'est dur de le maintenir quand t'as 500 000 employés, en fait, ce qui se passe, je crois qu'ils font un audit des comptes tous les ans, et ceux qui se font avoir la main dans le pot de confiture, ils sont juste écartés directement. On dit, voilà, cette personne-là a fait ça, c'est le truc à pas faire. Et ça crée un peu un mécanisme de, oui, t'as pas envie, si t'es content dans la boîte, tu vas pas te cramer bêtement à aller prendre un hôtel qui est pas bon. Et il y a un truc marrant dans ce truc-là aussi, c'est qu'il dit, par exemple, et ça m'a marqué, il parle est-ce que c'est bon pour la boîte ou pas. Et il parle par exemple du fait de prendre des vols en première classe. Et dans le truc, il y a un exemple d'un des employés de Netflix qui prend un vol en seconde, et en fait qui le lendemain arrive complètement fatigué au truc. Et en fait là, le fait de dépenser pour un vol en business ou en première classe, c'était la bonne chose à faire, parce que c'est dans l'intérêt de la boîte que la personne ne soit pas fatiguée, qu'elle performe. Et tu vois, ça, on peut quasiment connecter Pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent que les politiques sont pas assez payés, sont trop payés. Pour moi, c'est l'inverse. C'est que je pense qu'en fait, ils sont sous-payés. Mais vraiment, le salaire d'Emmanuel Macron, je le trouve ridicule. Il devrait être payé des centaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on payait autant, on attirait les meilleurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attire les seconds couteaux et les troisièmes couteaux, parce que qui veut aller partir dans la politique où en fait, t'as que des coups à prendre, t'es payé au lance-pierre, parce que quoi qu'on en dise, 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois, ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est pas grand-chose. C'est un ticket de parking par rapport à ce que tu peux gagner dans le privé. Et en fait, si on veut avoir des gens compétents, il faut les payer en conséquence. Et en fait, les gens devraient se dire, en fait, on sous-paye, et ça connecte avec ce que je te disais sur le rapport à l'argent, vu qu'on sous-paye les gens, on a des gens incompétents, et on n'est pas content du truc, et on se dit, en plus, ils sont surpayés. Mais non, ces gens-là sont sous-payés. Du coup, les gens qui auraient pu venir et qui étaient l'élite, les meilleurs, parce qu'en fait, tu prends le top des écoles, tu vas toujours avoir un 1%, même dans une classe à Polytechnique, il y a un top 1%. Et ce top 1%, aujourd'hui, ne veut surtout pas faire de la politique. Bien sûr. Et si on voulait résoudre les problèmes, il faudrait se dire, OK, comment on crée des incentives à attirer ce top 1% pour faire ça. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, on aura toujours... en fait, on mérite littéralement de situation. Et je pense que les Français ont une responsabilité dans son ensemble, on a une responsabilité collective, parce que justement, on a ce rapport à l'argent c'est mal, le succès c'est mal, etc. etc. Et tant qu'on aura ça, structurellement, ça peut pas se débloquer. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement. Et pour corroborer ce que tu dis sur la question de l'hyper-régulation et le fait de vouloir toujours normer, mettre des codes, etc.,
Euh, En fait, il y a un autre extrait d'un de tes tweets que j'ai trouvé super intéressant et qui reprend un peu la philosophie de Frédéric Bastiat sur le fait que, en fait, une régulation entraîne, entre guillemets, des externalités négatives qu'on ne voit pas. Mm. Et donc, notamment, euh, par exemple, tu vois, tu disais, euh, par exemple, tu disais le coût d'une régulation n'est jamais ce qu'elle empêche de mal, c'est tout le bien qu'elle rend impossible. Mm. Et ce coût est invisible par définition. Personne ne pleure les startups qui n'ont pas été créées, personne ne pleure les emplois qui n'ont pas été offerts ou les médicaments qui n'ont pas été développés. Mm. C'est pour ça que le cerveau socialiste ne peut pas raisonner en coût d'opportunité. Il voit le visible, la protection, et ignore l'invisible, tout ce qui a été rendu inexistant à cause d'elle. C'est un peu, pour reprendre ton point sur du coup la question aussi de juste prix en fait, et aussi de la norme qui vient entraver le juste prix. Euh, Écoute, c'était donc là, je pense qu'on a un peu fait le tour sur la question du libéralisme économique, si ça va pour toi. Ouais. J'aimerais bien passer maintenant sur justement, comme tu te définis, en techno-humaniste optimiste, et en particulier sur l'émergence de l'IA. Bon, tu as créé une boîte en IA, tu as été à la Silicon Valley, tu connais, tu adores cet écosystème, tu publies énormément sur l'IA, etc. Et sur notamment la figure d'Elon Musk qui te fascine, je pense. En tout cas, personnellement, il me fascine. Et donc, j'aimerais un peu qu'on rêve en fait ensemble sur quelle est la France qui va un jour réussir à adopter l'IA et à quoi la France pourrait ressembler si on adopte massivement l'IA, tu vois. Euh, J'ai rajouté récemment humaniste dans le techno-optimisme. Euh, En fait, moi, il y a un papier qui m'a marqué, c'est le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen. Donc, Marc Andreessen, c'est le fondateur de la boîte. C'est quelqu'un qui a fait les premiers navigateurs dans les années 90, du coup, qui est vraiment un des pères du software tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ensuite, il a fait un des fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz, avec Ben Horowitz, son associé dans ce fonds-là. Et il a écrit un manifeste qui s'appelle le manifeste techno-optimiste, mm, où en gros, il fait un conseil, il dit dans l'histoire de l'humanité, on s'en est toujours sorti par la technologie, la science et le dépassement. Et il désigne à la fin les ennemis. Our enemy, il dit, c'est pas des ennemis d'un point de vue physique, c'est juste que c'est des ennemis d'un point de vue des idées. philosophique, ouais. Ouais, philosophique. Et dedans, il met la social responsabilité, la sustainability, les politiques ESG. Enfin, en fait, il fait le listing de tout ça. Mm, Pas parce que je pense que fondamentalement, les gens qui défendent ce truc-là sont de bonne foi. Je suis pas, ils sont pas, ils pensent faire le bien, mais en fait, sous couvert de vouloir, en fait, protéger les gens encore une fois, et ça connecte avec ce que tu disais, c'est que, en fait, moi, ma thèse, c'est que sur les sujets de comment on peut créer un futur positif, je pense que ça se résout toujours par la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut innover. L'innovation, c'est la technologie. Et pour aligner tout ça, il faut de la liberté individuelle. Donc, du coup, j'ai rajouté humanisme. Pourquoi ? Parce que je pense que aujourd'hui, il y a deux voies sur l'intelligence artificielle. La première voie, c'est de considérer que l'humain est quelque chose qu'on va mettre au revenu de base, qui va servir à rien et qui va juste consommer. Et la deuxième voie, c'est se dire, en fait, on est en train de créer des technologies. Oui, effectivement, 80 à 90% des jobs qu'on avait créés jusqu'à présent n'ont plus lieu d'être. Mais par contre, en fait, c'est les tâches qui n'ont plus lieu d'être. Les métiers vont continuer à exister. Et en fait, moi, j'étais encore même dans cet état d'esprit-là récemment. Et j'ai fait un virage à 180 degrés parce que je pense qu'à partir du moment où on se dit que l'humain est foutu, en fait, on perd soi-même sa propre humanité. mm. Et j'ai fait un tweet qui a été retweeté par Elon Musk. Je vais vous donner un... On sait que Larry Page, donc le CEO de Google, donc la genèse d'OpenAI, c'est un désaccord entre Elon Musk et Larry Page en 2014, où en fait ils étaient amis, ils passaient des nuits à discuter de l'avenir de l'humanité et de l'avenir de l'IA. Et à l'époque, Google vient de racheter DeepMind un peu avant, ils ont argent infini, ils ont tous les cerveaux, et Elon Musk discute avec Larry Page en disant faut faire attention quand même à l'intelligence artificielle. À l'époque, il y a même Stephen Hawking qui fait une tribune en disant que l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Et je pense qu'il avait raison en partie là-dessus.
Et en gros, la discussion entre Elon Musk et Larry Page dérive sur c'est quoi l'avenir de l'humain. Et la vision de Larry Page, c'est en fait, on va inventer une technologie qui va nous dépasser, l'ACI. Il y a deux concepts, il y a l'AGI, c'est Artificial General Intelligence, et ACI, c'est Artificial Super Intelligence. Et en fait, le concept de ACI, c'est l'IA qui devient consciente d'elle-même, qui devient une sorte de créature qui va choisir du sort de l'humanité. Et en fait, la vision de Larry Page, c'est en fait, on va inventer une technologie qui va nous dépasser, et cette technologie-là va éradiquer l'humanité, et c'est très très bien. Comme Homo sapiens a buté Néandertal, ACI va buter l'humanité. Mais en gros, c'est un peu ça, et quasiment d'un point de vue fataliste, on peut rien faire, et extrêmement cynique. Et Elon Musk lui répond, mais faut faire quelque chose quand même, on peut pas laisser ça comme ça. Et Larry Page lui répond, mais t'es spéciste. Et Elon Musk, choqué, dit, bien entendu que je suis spéciste, je suis pro-human, en fait, je vais pas, enfin, je moi-même un humain, c'est comme si tu me disais, et en fait, je pense que cette vision de, enfin, moi, j'en arrive à une conclusion de quand on n'est pas pro-human et on pense que l'humain est foutu, c'est qu'une question de temps avant qu'on finisse en dépression, parce qu'en fait, on a perdu sa propre humanité, tu vois. Et c'est pour ça que et sa vitalité, en fait. Exactement, parce que tu te dis, juste quand tu crois plus en l'humain, tu crois plus en toi, enfin, au final, c'était une sorte de projection. Et en fait, j'ai rajouté, parce que j'étais encore singularitariste il y a encore peu. Donc, singularitariste, c'est de se dire que, en fait, on va tendre vers justement une conscience de synthèse et un truc, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Peut-être que cette IA-là sera clémente ou pas. Et en fait, j'y crois de moins en moins, parce que je pense que, d'ailleurs, il y a DeepMind vient de sortir un papier récemment là-dessus, sur le fait qu'on n'a pas le début d'un germe d'une IA qui pourrait prendre conscience d'elle-même, etc., etc. Et ça, en fait, j'ai un peu forgé des convictions profondes là récemment là-dessus sur, en fait, vu que les IA, donc les LLM, vu que c'est basé sur du silicium, vu que ça n'a aucune forme de ressenti dans le réel, donc quasiment un peu l'intuition que tu peux avoir quand quelque chose fonctionne pas, etc., etc. En fait, tant que c'est pas vivant dans le sens biologique du terme, connecté au réel avec des émotions, avec des instincts de survie, je pense que ça peut mimiquer ça. Et du coup, quand ça mimique, c'est un humain qui va venir prompter pour que ça simule ça. Mais je pense fondamentalement qu'il y a un truc qui nous échappe là-dessus. Et en fait, le problème aujourd'hui de la majorité des chercheurs en IA qui pensent qu'on va inventer une créature qui va... Je dis pas que c'est pas impossible avec de la biologie. Je pense qu'avec de la biologie, ce serait possible. Je pense qu'on va jouer à Dieu dans les décennies à venir, et ça va être très dangereux. Mais par contre, le truc sur du silicium pas connecté au réel, j'y crois de moins en moins. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les chercheurs en IA sont, d'un point de vue philosophique, déterministes, pardon, et ils considèrent que tout est donné. Et en fait, je pense fondamentalement que tout n'est pas que donné. Et typiquement, quand on prend 2 notes de musique ensemble et que ça sonne bien, on prend 2 ingrédients et que c'est bon, il y a un truc de... Tu pourrais essayer de le théoriser, mais tu sais que ça fonctionne, et tu pourrais pas l'expliquer, tu vois. L'intuition humaine, le ressenti, c'est un truc qui est, pour moi, qui est pas de la data. Il y a plein de trucs dans les process, dans les jobs qui sont de la data, mais il y a un truc qui nous échappe qui est pas de la data. Et du coup, je pense qu'en fait, pour moi, la position, et c'est un peu ma position que j'ai prise sur Twitter, c'est techno-optimiste, pragmatique, et connecter l'humain à ça, et essayer de créer des systèmes qui met l'humain au centre et qui ne met pas l'humain sur le côté, en fait. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui avec les narratifs des big labos d'IA, qui jouent justement sur cette peur permanente de ouais, dans 6 mois, il n'y a plus d'ingénieurs, dans 6 mois, il n'y a plus d'avocats. Et c'est quoi le projet de société derrière, en fait ? Ça n'a absolument aucune forme de sens. Enfin, si la finalité de ça, c'est OK, nous, on est les créateurs des intelligences artificielles, il va y avoir 95% de la population au revenu de base, et nous, on est les nouveaux seigneurs qui vont vous attribuer votre revenu. Enfin, pour moi, c'est un cauchemar politique, et je trouve ça assez dangereux, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté techno-humaniste, optimiste. C'est que je pense qu'il faut réfléchir à, quand on crée des produits d'IA,
c'est comment ça sert l'humanité et comment ça la servit pas, en fait. Ouais, totalement. Je comprends ce que tu veux dire. Alors là, on est dans une vision limite très californienne, dans le Mm. sens où il y a l'IA partout déjà, tout le monde en parle, ça fait partie d'un écosystème qui est hyper construit, etc. En France, on n'en est pas encore là. Clairement. Euh, et je voulais juste revenir sur un de tes tweets que j'ai trouvé très fort parce que j'ai un peu ce sentiment d'urgence et de retard en France sur l'IA. Et je trouve que tu l'as bien mis, tu as trouvé les bons mots, tu vois. Notamment, en gros, tu disais l'IA, c'est la technologie qui va libérer l'humain de ce qu'il a écrasé depuis 2000 ans. La labeur, la sueur, les tâches sans âme, le temps volé à la vie. Les métiers du futur tiendront sur deux choses, et deux seulement, le goût, savoir ce qui mérite d'être fait, et deuxièmement, l'agency, c'est-à-dire avoir la rage de le faire. Tout le reste, l'exécution mécanique, le travail froid, la répétition sera porté par l'IA. C'est littéralement la plus belle nouvelle de l'histoire de notre espèce. Et pendant que le monde entier s'en saisit, vous, les Français, vous voulez l'interdire. Vous êtes les Ottomans qui ont banni l'imprimerie pendant 250 ans et qui se sont réveillés 3 siècles plus tard en pays vassal. J'ai ma famille en France, j'ai mes amis en France. Je n'accepterai pas une seconde que ce pays devienne un décor de musée, un parc à thème pour touristes chinois, parce que vous avez préféré flatter les âmes perdues plutôt que de leur rendre l'espoir. Des âmes perdues parce qu'un demi-siècle de socialisme leur a appris que l'avenir est une menace et que le travail est une souffrance. Réveillez-vous, intéressez-vous à l'IA, bon sang. Tu vois. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, en fait, c'est effectivement, il y a une hyper vigilance et une hyper méfiance en France sur l'IA, alors qu'on n'en est pas, je veux dire, on en est aux prémices, en fait. Quand la Silicon Valley a déjà peut-être je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être 3 ans ou 4 ans ou 5 ans d'écart par rapport à nous. Peut-être, est-ce que tu peux... Parce que là, on était dans un profil d'hyper... où toute la société est envahie par l'IA, ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être réenchérir sur ce sujet-là? Je pense que ça connecte un peu avec justement cette envie de materner, de protéger les gens. Et je pense que fondamentalement, quand je discute avec les gens qui sont pro-régulation, ils sont sincèrement convaincus que c'est la bonne chose à faire parce que ils vont constater, en fait, ils regardent les abus potentiels et ils se disent, en fait, ça ne doit pas arriver. Et du coup, la réponse généralement des bureaucrates et des gens qui créent ces régulations-là, c'est il faut qu'on protège les gens. Et fondamentalement, je pense qu'ils sont convaincus. Et je vais te prendre un cas, par exemple, dans l'AI Act, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'interdiction d'utiliser les IA pour détecter les émotions et faire du décisionnel. Parce que ça peut servir à manipuler, etc. etc. Évidemment, il y a plein d'usages de l'IA qui peuvent être extrêmement négatifs, et ça, je peux parfaitement l'entendre. Par contre, il y a un truc, par exemple, si on prend l'éducation, les enfants, je pense que si c'est quelqu'un qui veut faire une bonne EdTech dans l'IA, s'il n'a pas la capacité de regarder les émotions de l'enfant, il va faire un truc qui ne va pas marcher. Et pour bien faire un système IA qui va éduquer les enfants dans le bon sens du terme, il faut pouvoir s'entraîner sur les réactions, parce que je pense que chaque enfant est différent, chaque enfant a une structure cognitive différente, et de capter l'attention d'un enfant, en fait, c'est un jeu de compréhension de qui t'as en face de toi, et en fait, tu vois, les bons profs font ça, et je pense qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à chaque enfant, et qui va adapter, entre guillemets, son dialogue, et avec plus ou moins de génie. Et du coup, fondamentalement, moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est le niveau catastrophique des politiques de manière générale. Il y a très très peu de politiques qui s'intéressent à l'IA de manière profonde. Et pour moi, s'intéresser à l'IA de manière profonde, il faut s'en servir 2, 3, 4 heures par jour. Les politiques aujourd'hui devraient eux-mêmes écrire leur discours avec de l'IA, eux-mêmes sourcer la data avec de l'IA, apprendre avec de l'IA, créer des mini-systèmes avec de l'IA, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus besoin d'être développeur pour commencer à jouer avec. Enfin, mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, ça donne un... Là, pour revenir sur la Silicon Valley, il y a plein de fondateurs qui sont non techniques qui maintenant se mettent au code. Parce que maintenant, on peut passer par le langage naturel pour créer des petits systèmes. La barrière à l'entrée est beaucoup plus Exactement. faible. Et donc, ça ne veut pas dire de devenir ingénieur. Et ces gens-là ne vont jamais créer des applications industrielles parce qu'il faut quand même connaître le métier pour créer quelque chose de significatif. Par contre, pour apprendre et pour se développer, c'est un outil formidable. Et donc, moi, ça, c'est un peu un cri d'alarme. Et tu vois, je pourrais être égoïste et me dire, vas-y, je me barre aux US et à Dubaï et je m'en fous et je regarde le pays s'écrouler.
il y en a beaucoup qui prennent cette position-là. Enfin, en tout cas, j'essaierai d'apporter un peu ma pierre à l'édifice pour que ça n'arrive pas. Et pour moi, là, le problème, c'est juste la mécompréhension de... Enfin, les politiques voient encore l'IA comme un gadget, et ça, je trouve ça absolument catastrophique. Et en plus, les politiques ont tendance à inviter des gens qui vont un peu adoucir le discours en fait, l'IA, c'est un gadget, c'est une bulle. Enfin, cette histoire de bulle, mais en fait, dans quel monde vivent ces gens qui disent que c'est une bulle? Enfin, quelqu'un qui utilise Claude... Enfin, on parle de donc, Anthropique, qui fait littéralement... qui est passé... Donc, la boîte a 3 ans. La boîte vaut... Je crois que là, sur le marché secondaire, ça vaut 1000 milliards. Ils font 50 milliards de chiffre d'affaires. Il y a absolument, même en interne dans les big tech, même chez Google, ils utilisent Claude Code. Enfin, c'est quelque chose qui a créé... On n'est pas sur un crypto-scam ou une blockchain que personne n'utilise. C'est pas une bulle du tout. C'est la technologie qui va avoir le plus d'impact. Enfin, pour moi, on est quasiment... Enfin, je pense que c'est même au-dessus du feu, de l'électricité, d'Internet, etc. C'est bien au-dessus parce qu'en fait, c'est la couche de cognition qui est connectée à tous les autres trucs. Et on a encore des politiques qui sont en train de nous dire... les LLM sont des perroquets stochastiques connectés à des bases de données. Enfin, déjà, ça, ce truc-là, c'est... Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment lunaire. Parce que ça veut dire que les conseillers autour d'eux sont absolument médiocres. Et de deux, bah, en fait, quelqu'un qui n'a pas capté ces enjeux-là, c'est que il s'intéresse pas au futur et il est juste là pour faire mousser sa prochaine élection. Et il n'est pas là pour sauver les Français. Parce que quelqu'un qui a envie... Admettons le politique qui a envie de sauver les Français et de sauver la France... Bah, s'intéresser à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le meilleur move à faire, clairement. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci Brivael, c'était hyper complet. Donc en fait, si on résume, tu es vraiment un défenseur du libéralisme économique en France. Et deuxièmement, tu voudrais qu'on adopte l'IA à grande échelle, tout en ayant justement ces garde-fous intellectuels qu'on a en fait en Europe, qui sont vraiment intrinsèques à notre culture, du fait de tout intellectualiser tout le temps, et de réussir à trouver l'équilibre que peut-être, à l'inverse, les Américains n'ont pas encore trouvé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis j'espère à la prochaine. Avec plaisir.